Bon, c'est le mardi, on avait donc la notion de transfert de chaleur. C'est quoi? Ok, donc les différents objectifs de cette leçon-là. En un, on va donc pouvoir calculer les différentes caractéristiques de l'élément. Ensuite, en deux, il s'agira de déterminer les différents flux thermiques et thermiques des transports. Et en trois, on va établir donc le bilan à la Terre. Donc, normalement, après cette leçon-là, on devrait être capable de calculer les différentes caractéristiques énergétiques, déterminer donc les différents flux, ainsi que établir le bilan radiatif. Alors, cette leçon est donc structurée de la façon suivante. On va voir donc en 1 la nature du rayonnement solaire. En 2, on va voir donc les caractéristiques énergétiques. En 3, on va donc voir la notion de corps noir, je pense qu'on avait vu déjà la dernière fois. Et puis, on va voir donc en 4 le flux solaire intercepté par la planète Terre. Puis en 5, on va établir donc l'équilibre radiatif de la Terre et puis les applications à l'énergie solaire. Alors, comme on disait, le rayonnement électromagnétique se définit comme une forme dynamique d'énergie qui se propage dans l'espace. Son étude permet d'appréhender les caractéristiques énergétiques liées à sa nature. Les lois mathématiques et empiriques permettent donc d'en établir et de déterminer un flux énergétique par la planète Terre. Donc, on va voir le rayonnement électromagnétique. Donc, on revient un peu sur ce qu'on avait dit. Alors, on appelle ainsi tout rayonnement provoqué par une excitation quelconque de la matière. La vitesse donc, de ce rayonnement-là, est de C0, qui est égal à 300 000 km par seconde. Et ici, on a un milieu d'indice de réfraction N. Alors, la vitesse est donc égale à C0 sur N. Le rayonnement électromagnétique est donc constitué de radiations monochromatiques caractérisées par une longueur d'onde ou sa fréquence, telle que C égale à lambda T. Donc, on remet encore ici le spectre électromagnétique. Donc, comme je disais, en passant par les rayons X, l'ultraviolet, le visible, l'infrarouge, le micro-ondes, les ondes radio, donc, la partie visible, la partie spectrale là, étant entre 0,4 micromètres et 0,7 micromètres. C'est donc la bande. Alors, on peut classer le rayonnement électromagnétique en fonction de la longueur d'onde. Et donc, quand on regarde bien la décomposition de cette lumière à travers un prisme, on y voit donc toutes les bandes spectrales, infrarouges, rayons gamma. Alors, la notion du rayonnement thermique. Le rayonnement thermique correspond à l'émission due à une augmentation de température d'un corps composé de radiations de longueur d'onde compris entre 0,1 micromètre et 100 micromètres. Alors, le spectre solaire, en dehors de la couche atmosphérique, se répartit sur une bande allant de 0,2 à 25 micromètres avec les radiations solaires. Donc, l'ultraviolet, extrême longueur d'onde, lambda est égal à 0,12 216. Et rayon X, de longueur d'onde compris entre 0,05 nanomètres et 1 nanomètre. Et les rayons radioélectriques de longueur d'onde compris entre 10 et 100 cm
L'énergie de ces radiations est inférieure à 10 puissance moins 5 de l'ensemble du rayonnement solaire. Alors, il faut remarquer que les rayons lumineux ne sont pas toujours d'origine thermique. Exemple, le phénomène de fluorescence, donc, qui vient du minerai, donc la fluorine, un minerai qui est utilisé donc, dans les opérations métallurgiques, c'est-à-dire aussi la phosphorescence, les cristaux de sulfure de zinc dans lesquels on met des tels que l'argent, les décharges dans les gaz raréfiés, flash d'un appareil photo, par exemple. Alors, situé à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, le Soleil nous procure de l'énergie sans laquelle aucune vie sur Terre ne serait donc possible. Et le Soleil est constitué de gaz extrêmement chauds. Les éléments qui le composent sont sur la planète. Il y a l'hélium, il y a le calcium, le sulfure, en proportion différente. Donc, on va donner quelques caractéristiques du Soleil. Alors, le diamètre du Soleil est environ 1,4 km. La distance Terre-Soleil est de 150 km. La masse est de 300 000 fois la masse de la Terre. L'âge est de 4,5 milliards d'années. La température de surface est de 5780 Kelvin. La température interne est de plusieurs millions de Kelvin. Alors, le rayonnement solaire recouvre donc une gamme assez large de longueur d'onde depuis les ondes radio, comme on a vu tout à l'heure, jusqu'au rayon X, petite longueur d'onde, et il présente un maximum vers 400. L'œil humain n'est cependant sensible qu'à une petite partie du spectre solaire. Le rayonnement visible, justement, est compris entre 400 et 700 nanomètres. 4 et 0,7. Donc, on parle de violet au rouge. Voilà. Façon imagée, voilà. Là, vous voyez, quand c'est visible. Alors, maintenant, on va essayer de venir à l'essentiel, le calcul des grandeurs énergétiques liées donc. Et la première grandeur qu'on va calculer, il s'agit de l'angle solide. Qu'est-ce qu'on appelle angle solide? Alors, dans un milieu transparent et homogène, le rayonnement se propage en ligne droite. On va considérer qu'une quantité d'énergie Q se propage sous forme de rayonnement électromagnétique selon les rayons de propagation. Alors, si on ramène tout ça dans la géométrie plane, on va caractériser la portion du plan comprise entre deux demi-droites. Donc, vous avez bien le schéma qui est là. En deux demi-droites, donc, on a les demi-droites OX, puis les demi-droites OY. Ici. Donc, considérez cette portion-là. Voilà, ça c'est OY, ça c'est OX. Donc, c'est cette portion-là qu'on va considérer. Donc, ça fait un angle θ, c'est ça non? Ici. Et la valeur de l'angle θ, il a la DL sur R. R étant donc quoi? Le rayon, justement. Donc, alors, donc voici le θ qui est là. Θ, c'est donc quoi? C'est DL, delta L sur donc le rayon R. De là à là. C'est bon? Voici donc l'expression de θ. Tel que justement le DL là est égal à l'arc. C'est ça non? L'arc A'. C'est bon? Voici le DL qui est là. C'est bon? Donc, ça, on ne connaît pas R, mais on prend le cercle des centres O et du rayon R. C'est bon? Mais cette même mesure-là, si on prend par exemple un cercle des rayons 1, on est d'accord, non? Ce sera égal à quoi? Le θ sera égal à quoi? B', ça, ce sera égal à B'. Comme, justement, si on considère que le rayon est petit, on peut alors dire que ce θ-là est égal à DL. Mais en réalité, si le R est grand,
On est obligé de considérer le R. C'est bon? Si le R est petit, ça t'embête, par exemple. Parce que si on divise quelque chose sur 1, ce sera égal à la même chose. Donc, alors, l'angle θ, généralement, est sans dimension, puisque c'est une longueur qu'on peut mobiliser. Donc, vous suivez bien ça, parce que pas qu'on se mélange après. Alors, donc, de manière analogue, on va caractériser la portion de l'espace intérieur à un cône par un angle solide, dont la mesure sera delta sigma. C'est bien ça, hein? Vous suivez bien. Donc, c'est ça. Lui là, on va considérer, puisque cette fois-ci, on n'a plus de rien, mais si on considère que c'est un cône, donc voici l'espace qu'on va considérer. C'est bon? Donc, delta sigma là, ce sera en rapport avec le ds qui est là, puisque ça devient maintenant, puisque c'est un cône, ça devient une surface, au lieu que ça soit un cercle. C'est ça? Voilà, donc ça devient une surface. Alors, donc, soit l'aire delta sigma découpé sur une sphère de rayon 1. Voilà. Si le rayon est 1, alors donc, voici le delta sigma qui est là. Alors, soit le rapport entre l'aire ds découpé sur une sphère et le carré de ce rayon-là. Alors, donc, l'angle solide élémentaire qu'on appelle delta sigma, sous lequel du point O, on voit un élément de surface ds de la sphère epsilon, c'est-à-dire la grande sphère là, est défini par la relation suivante. Delta sigma sur 1 au carré est égal à quoi? Delta sigma, puisque 1 au carré c'est égal à 1, c'est égal à delta sigma, c'est égal à quoi? C'est égal à ds, le produit scalaire de ds fois u. C'est bon? Et si on considère que, comment on appelle ça? Alors, donc on regarde bien. Si on considère que n, c'est le vecteur unitaire, la chose, donc finalement, ça donne quoi? Ça donne delta S, qui est donc la dérivée de surface là, multiplié par quoi? Le produit scalaire de quoi? N et puis U. Le produit scalaire de N, U. Si les deux vecteurs sont, comment on appelle ça? Je vais dire quoi? Si les deux vecteurs sont collinéaires, en ce moment-là, on va envoyer la notion de cosinus finalement. La notion de cosinus va agir. Donc, on aura quoi? ds cosinus alpha sur quoi? Sur R. Et c'est ça qui est égal à delta epsilon sur R carré. On est ici. Voici par exemple, voilà. Voici le vecteur U qui est là. Par rapport donc à la surface ds. C'est bon? On dit que, comment on appelle ça? L'angle solide élémentaire delta sigma, puisque n'oubliez pas qu'on ramène ici. C'est-à-dire que ce qui est là, pratiquement, on peut ramener ça ici. Donc, si on a considéré que R est égal à 1, delta sigma sur 1 au carré, c'est égal effectivement à delta sigma, mais c'est aussi égal à quoi? C'est aussi égal à l'élément de surface, là, ds, là, le produit scalaire de ds fois u. C'est bon? Et si on considère que le vecteur unitaire parce que nombre égal à 1, c'est n, ensuite ça devient quoi? Le ds, là, c'est-à-dire qu'on le ramène ici. Donc, ça fait ds multiplié par quoi? Produit scalaire de u fois quoi? Fois le vecteur n qui est ici. Bon, voilà, et c'est ce que ça donne ici. Mais comme on a produit scalaire de u et puis n, et si les deux sont collinéaires, finalement, vous allez voir que c'est le cosinus qui va exister. Donc, ça donne quoi? Ça donne ds cosinus alpha sur quoi? Sur r carré. Et comme delta epsilon est égal à ds cosinus alpha, donc finalement, c'est égal à quoi? Delta epsilon sur r carré. C'est bon? Ça, c'est donc l'angle solide élémentaire. Est-ce que ça va? Très bien. Et donc, vous voyez que U ici, c'est quoi? Donc, U étant égal à quoi? OM, le vecteur, ça dit le rayon là, c'est par R. Et alpha, c'est égal à quoi? Justement, l'angle que fait le vecteur U et le vecteur unitaire N. C'est bon? Voilà. Donc, il vient que delta epsilon est égal à ds cosinus alpha, delta epsilon étant donc l'aire élémentaire projetée. C'est bon? Voilà. Alors, donc, d'une manière générale,
Langue solide élémentaire delta sigma sous lequel d'un point O on voit un élément de surface ds centré sur le point M est défini donc par la relation qu'on a mise ici. Delta sigma est égal à quoi? ds cosinus alpha sur R carré, c'est-à-dire delta epsilon sur donc R carré. Ça va? Donc, il faut bien remarquer ça parce que tout à l'heure, quand on va rentrer dans la dérivée, là, après, on soit perdu. Alors, donc, exemple. On va voir un petit exemple de calcul. Vous suivez ici. On vous pose la question, on dit, quelle est l'angle solide? Quel est l'angle solide sigma sous lequel de la Terre, on voit le Soleil, sachant que la distance moyenne Terre-Soleil est de D0, qui est égale à 149,6 10 puissance 6 km, c'est-à-dire D0, surface de la Terre, et puis centre du Soleil. Donc voilà, voici D0 qui est ici. C'est bon? Et que le rayon du Soleil, RS est égal à combien? 0,7 10 puissance 6 km. C'est bon? Alors, donc, on regarde un peu. L'angle solide sous lequel, comment on appelle ça? Le Soleil est vu de la Terre, voici son expression. Puisque l'expression qu'on avait là-bas, c'était delta sigma. Maintenant, puisqu'on veut ramener maintenant, c'est sigma. Pour avoir sigma, ça veut dire qu'on a intégré, on a fait l'intégrale de quoi? De delta sigma. Donc, intégrale, delta sigma est égal à quoi? ds cosinus alpha sur quoi? Sur d au carré. C'est ça, non? D au carré étant égal à quoi? Le d, c'est quoi? C'est la distance moyenne, c'est ça, non? C'est ça, hein? La distance moyenne Terre-Soleil. Donc, on remplace tout ça dedans. Si on intègre ds, ça veut dire que c'est dérivé de surface en réalité. ds. Donc, si on intègre, c'est la surface qu'on va avoir. Donc, la surface, c'est quoi? C'est pi rs au carré. C'est bon? Donc, ça fait pi rs au carré sur quoi? Sur d au carré. Donc, ça fait pi rs, on connaît, c'est combien? 0,7 puissance 6. Voilà, donc 0,7 10 puissance 6, c'est ça, non? C'est bon? Normalement, il y a quelque chose qui manque. Hein. Le tout à quoi? Le tout au carré, voilà, c'est une valeur qui manque ici. Et puis, c'est quoi? 149 6, le tout aussi au carré. C'est bon? Voilà, au carré et ici aussi au carré. Donc, on calcule tout ça. Ça nous donne combien? Ça nous donne 0,68 78 10 puissance moins 4 stéradiens. C'est bon? Il y a les carrés qui manquent ici. Donc, dès que voilà, il faut compléter. Voilà. OK. OK, donc, ensuite, à côté de ça, le deuxième paramètre qu'on va calculer, c'est quoi? C'est le flux énergétique phi. Alors, le flux énergétique du rayonnement, on dit que c'est la puissance émise par une source transportée par un faisceau ou reçue par une surface sous forme de rayonnement. Et généralement, on l'exprime comme si phi est égal à quoi? Est égal à dq sur dt. C'est bon? Vraiment, c'est une formule, on va l'appliquer simplement. Il ne faut pas que tout le monde soit embêté. Alors, oui, donc, alors, ensuite, après le flux énergétique, on va voir ce qu'on appelle l'intensité énergétique I. Et on regarde la formule, on dit que l'intensité I d'un faisceau ou d'une source dans une direction donnée est le quotient d'une portion d phi du flux émis par la source dans une direction considérée, dans un pôle infiniment petit axé sur cette direction, par l'angle solide élémentaire qu'on avait défini, et de sigma. Et cette valeur est déterminée par la formule suivante, I est égal à quoi? dq, pardon, dphi sur dt. C'est bon? Il ne faut pas mélanger avec ce qui est ici.
Ici, on dit le phi est égal à quoi? dq. C'est bon sur quoi? Sur dt. Alors que devant ici, on dit I est égal à quoi? D de phi, c'est ça, non? Sur dt. Est-ce qu'on suit? Vous suivez bien? Alors, on a donné, comment on appelle ça? L'intensité énergétique, ça, non? On a dit que I est égal à quoi? D quoi? D phi, ça, non? Sur quoi? Sur dt. Et la première valeur là, le flux énergétique, ça, non? Phi est égal à quoi? dq, ça, non? Sur dt. Donc, vous voyez que I, par rapport à, comment on appelle ça, par rapport au flux, on va dériver, c'est comme si on avait fait une dérivée seconde, ça. Voilà, on avait fait une dérivée seconde de dq. On ne peut pas oublier ça. OK, alors, maintenant, après donc l'intensité énergétique, si par exemple on vous demandait d'exprimer I en fonction de dq, qu'est-ce qui allait se passer? On avait fait D, ça non? D de phi sur quoi? dt est égal à quoi? Dérivé seconde, ça non? Dérivé seconde de phi, ça non? Sur dt carré, ça non? Voilà, on fait dérivé seconde. Deux fois. Très bien. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'émittance énergétique M. L'émittance énergétique, on dit que l'émittance énergétique M d'une source en un point d'une surface émissive est le quotient du flux de phi à partir d'un élément infiniment petit entourant le point par les ds de cet élément. Tout simplement, voici la formule qui est là. C'est-à-dire quoi? M est égal à quoi? D phi sur quoi? ds. Et de phi sur ds. Et ça s'exprime en quoi? Ça s'exprime en quoi? Ça s'exprime en quoi? L'unité est là? En watt par spirateur. Watt par spirateur. Donc, ça, c'est l'émittance. Donc, on a eu comme paramètres, on a l'angle solide élémentaire, ça, non? On n'a pas encore le flux énergétique, l'intensité énergétique. Et là, on est au niveau de l'émittance énergétique. C'est bon? Voilà, donc, les différentes variables. Ensuite, on va passer à la luminance énergétique, L. On a vu l'émittance, donc on va voir maintenant la luminance. On dit la luminance du point O. Du point O situé dans un élément ds de surface d'une source dans une direction faisant un angle θ avec la normale à ds est égal au quotient de l'intensité TI en ce point par l'aide de la projection de ds perpendiculairement à cette direction. Le schéma, ici ds ici, voici la normale ici, voilà. Donc, si on prend par exemple cette direction-là, donc voici l'angle θ que fait la normale et puis la direction. C'est bon? Et donc, la formule ici, voici comment on va donc calculer ça. On dit que L, la luminance énergétique, est égale à quoi? DI sur quoi? ds cosinus alpha. C'est bon? Cosinus θ étant donc l'angle, c'est-à-dire la direction où elle est avec donc la normale. C'est bon? Voilà, à la surface ds. Donc, finalement, ça nous donne quoi? Dérivée seconde de quoi? De phi sur quoi? ds cosinus alpha. Et c'est exprimé en watts par mètre carré par t radian.
ça, on va appliquer ça et on verra ce que ça va donner. Ok, ensuite, maintenant, on va voir l'éclairement énergétique E ou encore l'irradiance. L'éclairement énergétique E, en un point d'une surface réceptrice, est le quotient du flux reçu par un élément infiniment petit entourant le point par l'aide de cet élément et la formule est là, tout simplement. E est égal à quoi? D phi sur ds, tout simplement. C'est défini en quoi? En watt par mètre carré, tout simplement. Alors, donc, on va essayer d'appliquer tout ce qu'on vient de caractériser là. Et l'application, donc, ça va nous permettre à calculer donc, le flux solaire total intercepté par la Terre. Le flux total rayonné par le Soleil des rayons RS dans toutes les directions est donc égal à quoi? Phi, c'est égal à quoi? M multiplié par quoi? S Soleil. M étant quoi? M c'est quoi? Non, c'est pas la masse. Tout à l'heure, on a déterminé la valeur de c'est quoi? L'émission est énergétique, c'est bon, multiplié par la surface du Soleil. Alors, pourquoi on prend l'émission? Regardez bien l'émission énergétique. On dit c'est égal à quoi? L'émission énergétique est égal à quoi? Fissure et S. C'est bon? Voilà. Donc, le flux rayonné donc par, voilà, au niveau. Voilà, ok. Donc, le phi est égal à quoi? M multiplié par quoi? S du Soleil. M étant donc l'émittance énergétique. Et c'est égal à quoi? C'est égal à. Alors, la surface du Soleil, c'est quoi? 4 pi R S au carré. Ce flux est intercepté par la surface interne de la sphère du centre du Soleil et des rayons D0 et de surface S sphère. La sphère, c'est quoi? 4 pi D0 au carré. Là, c'est la surface de la sphère. C'est ça, non? Maintenant, l'éclairement, dont l'expression est ici, ce sera égal à quoi? L'éclairement total, ce sera égal à quoi? Phi sur quoi? Sur S. S quoi? Ça, c'est l'éclairement énergétique. Regardez bien la définition de l'éclairement énergétique. On dit en un point d'une surface réceptrice. C'est bon? DS, c'est égal à quoi, justement? C'est égal à quoi? D de phi sur DS. Donc, si on doit maintenant calculer l'éclairement total, c'est quoi? C'est comme si l'éclairement total, voilà. C'est comme si l'éclairement total est égal à quoi? Intégral de quoi? C'est ça. Intégral de quoi? De ce qui est ici. C'est ça. L'intégral qu'on prend. Donc, c'est comme si on faisait l'intégral de quoi? D quoi? Intégral de quoi? D de quoi? D de phi sur quoi? Sur ds. Donc, naturellement, c'est égal à quoi? Si on prend l'intégral de ça, c'est égal à quoi? Phi sur quoi? Sur S. Et ce qui est là-bas, c'est ce qui est donné de l'autre côté. Éclairement total. Alors, il faut que je vois ça parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas tout. Ça, c'est l'éclairement énergétique. Ici, on parle de l'éclairement total. Donc, c'est comme si on avait pris l'intégrale de ce qui est ici. Donc, si on prend l'intégrale de D de phi, c'est quoi? C'est phi. L'intégrale de ds, c'est quoi? C'est S. Donc, l'éclairement total, c'est égal à quoi? Phi sur S. Phi étant donc quoi? Le flux. C'est bon, non? Or, on vient de calculer ici ce flux total rayonné par le Soleil. C'est égal à quoi? M multiplié par quoi? S Soleil. Donc, c'est égal à quoi? M sur quoi? M 4 pi. S au carré. C'est ça, non? On remplace tout simplement dans la valeur ici. Donc, c'est égal à quoi? S du Soleil. C'est ça, non? Sur quoi? S de la sphère. Multiplié donc par comment on appelle ça? La luminance. C'est bon, il est
F. C'est bon? Voilà. Donc là, la valeur qui va nous intéresser ici, c'est qu'on peut trouver S soleil. On peut calculer. On connaît le rayon du soleil. On connaît aussi le rayon de la sphère. Ça, donc ça, on peut calculer. Les connues, c'est quoi ici? C'est M. Ça. Comment? Oui, M peut être connu. Donc, mais nous, on veut faire les abstractions pour que on puisse sortir pour que. Voilà. Donc, on regarde bien. Donc, l'éclairement total, c'est donc égal à quoi? L'éclairement total, c'est égal à l'éclairement donc au niveau de la Terre, c'est égal à quoi? L'éclairement total multiplié par quoi? S de quoi? S quoi? ST. Regardez bien, on dit la surface apparente. La surface apparente de la Terre est le disque de surface ST, qui est égal à quoi? Pi R T au carré. Et l'éclairement de la surface ST, c'est donc exprimé comment? L'éclairement, donc, ET est égal à quoi? L'éclairement total multiplié par quoi? La surface donc apparente, ça dit ST. Si on remplace tout ça dedans, on connaît déjà l'éclairement total qu'on a exprimé tout à l'heure. Donc, ça fait M. Multiplié par quoi? S soleil sur S sphère, multiplié par quoi? S T. C'est ça? Donc, on regarde ici. Si on remet toutes les, voilà, tous les paramètres, les valeurs, on les remplace ici. On a M ici. On a 4 pi RS au carré, 4 pi D0 au carré. Au niveau de la Terre, c'est quoi? C'est pi R au carré, pi RT au carré. Donc, tout ça, on va essayer de faire, comment on appelle ça? Donc, ici, le pi, on ramène un pi ici. Donc, ça nous fait quoi ici? M sur quoi? Pi. On est d'accord? M sur pi. Ensuite, celui-là. Comment on appelle ça? Pi R qui est là. Et puis, il est ici. On l'isole. Et puis, l'autre, pi RT au carré, on l'isole divisé par D0 ici. Donc, finalement, ça nous donne un produit de 3 paramètres. Et les 3 paramètres là, regardez bien, vous avez L, vous avez S, et puis vous avez phi. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Sigma qui est donc quoi? Sigma qui était quoi? L'angle solide qu'on avait exprimé de l'autre côté. Là. Donc, l'angle solide apparaît ici, la surface apparaît ici, et puis quand la luminance apparaît ici. C'est bon? Voilà. Donc, l'éclairement au niveau de la Terre, voici donc la véritable valeur qui est là. Puisqu'on a mis tout ça dedans. Donc, vous avez ici la luminance du soleil qui est là, la surface apparente, et puis vous avez l'angle solide qui apparaît ici. Donc, les 3 paramètres sortent ici. C'est bon? Voilà. Lorsqu'on parle de radiance, comment? lorsqu'on parle de la radiance. La radiance. Et justement, ça veut dire quoi? Que le soleil va illuminer une cible. Donc, la quantité de, comment on appelle ça? La quantité d'énergie reçue par la cible. C'est ce qu'on va appeler la radiance. Puisque ce sont des niveaux énergie, c'est de l'énergie. Et sur ces paramètres qu'on a fait calculer. Donc, supposons pour une surface donnée, elle va recevoir une certaine quantité d'énergie. Ça veut dire que le soleil va illuminer. Donc, si on peut exprimer, on peut évaluer cette quantité d'énergie-là, c'est ce qu'on va appeler donc la radiance. Bon, voilà. Alors, dans ces grandeurs énergétiques, on va revenir sur la notion, je pense qu'on connaît ça déjà, on avait vu ça la dernière fois, hein? Réflexion, absorption, transmission. Si on prend donc un flux total, phi, incident par rapport à une surface epsilon, alors on a dit quoi? Que lorsque cette surface réceptrice-là peut absorber une certaine quantité, peut transmettre, peut réfléchir. Donc, on voit que le flux incident est égal à quoi? Le flux réfléchi, la somme donc des flux réfléchis, plus flux absorbé, plus flux transmis. Ça, donc, on fait tout cela, on retrouve encore notre équation qui était là, alpha plus gamma plus tout égal à quoi? À 1. Oui. Ah, je crois que tu as fait ça. Alors, donc, ça, ce sont des valeurs. Alors, par exemple, le schéma là, le schéma. Par exemple, si la radiation au niveau du soleil est de, par exemple,
100%, voilà, vous allez voir que les phénomènes de diffusion vont défier là. Et au fur et à mesure, il y a un certain nombre de quantités d'énergie qui repart dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'on arrive au sol, c'est-à-dire au niveau de la cible. La cible aussi va donc réfléchir une partie. Donc, vous voyez que cette énergie qui revient là, elle est pratiquement dissipée. Voilà. Et c'est justement cette quantité d'énergie-là qu'on veut plus ou moins exprimer. Alors, donc, si on considère, voilà, on a déjà fait ça, on va revenir ici. Alors, on va revenir un peu sur la notion de corps noir. On avait dit qu'un corps noir est un corps qui fait quoi? Qui absorbe tout le rayonnement incident. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. Et donc, pour lui, alpha est égal à quoi? 1. Ça, non? On est d'accord? Et on avait donné quelques exemples. Nous, on n'a pas donné quelques exemples. Ok, d'accord. Alors, quelles que soient les longueurs d'onde et les directions de propagation, à une température donnée, un corps noir rayonne le maximum d'énergie pour chaque longueur d'onde. Ça veut dire que le corps noir, il va absorber la totalité de l'énergie. Mais au repos, qu'est-ce qu'il va faire? Au repos, qu'est-ce que ce corps noir va faire? Le corps noir va restituer cette quantité d'énergie absorbée là. Donc, le fait que ce corps noir remette cette énergie, la propriété qu'il a, c'est ce qu'on va appeler l'émission. Ça veut dire qu'un corps peut émettre de la radiation. Voilà. Il va l'émettre en entier. Alors, la loi de Planck dit quoi? Alors, donc, vous suivez maintenant, puisque l'inconnu qu'on avait déterminé dans la formule, c'était quoi? C'était le M. On revient sur notre vous voyez que dans tous ces éléments-là, on n'avait pas pu déterminer celui-là. C'est bon? Vous suivez? Il ne faut pas perdre de vue ça. On n'a pas déterminé la luminance énergétique. Donc, on revient ici et on regarde bien. Alors, la loi de Planck, cette loi réunit quoi? L'émittance, c'est ça non? Monochromatique M du corps noir à la longueur d'onde lambda et à sa température absolue T. Et elle s'exprime de cette façon-là. Donc, la luminance est égale à quoi? Voilà, tout ce que vous avez 2 pi, HC au carré, lambda moins 5 et tout ça. Donc, si on fait des abstractions, on donne la valeur de C, et donc, comment on appelle ça? La vitesse, voilà, est égale à C0 sur N. N étant donc l'indice de réfraction du milieu. C0, c'est 3 pratiquement 300 000 km par seconde, donc 3 10 puissance 8 mètres par seconde. H, c'est une constante, ce qu'on appelle donc la constante Planck. Et puis K, c'est la constante de Boltzmann. Donc, voici les différentes constantes qui sont dans cette équation. Et donc, finalement, il vient que lorsque le rayonnement se propage dans le vide, la luminance là est égale à quoi? C1 lambda moins 5 divisé par epsilon de C2 lambda T sur lambda T moins 1. C'est bon? Avec donc les abstractions qu'on a faites. Vous regardez les formules, sinon on a confirmé au bout de jeu pour donner cette fois. Mais alors, à partir de là, on pourra alors déterminer ce qu'on appelle l'émittance monochromatique du corps noir. On regarde un peu ce qui est là. Pour déterminer le M. Cette courbe-là, on regarde bien ce graphique-là. Ça, c'est quoi? Ce sont les longueurs d'onde, ça, non? Et puis, ça, c'est quoi? Ça, c'est justement l'émittance là, qui est là. D'accord? OK. Donc, en fonction de la température du corps, on peut déterminer justement cette énergie. Si, par exemple, je prends le cas d'un corps qui est à 300 Kelvin. 300 Kelvin. Alors, son émittance sera de quel est le valeur de son émittance? Pour déterminer ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement faire une projection. On va faire une projection. Voilà, comme ça. Et puis,
ici. Donc, ce sera entre quoi? 10 et puis 10 puissance 2. Si, par exemple, on est à 1000 Kelvin, ce sera entre 10 puissance 4 et puis 10 puissance 5. C'est bon? Donc, ça vous permet de calculer, de déterminer justement les ordres de grandeur. Et c'est très simple. C'est pas des choses qui sont... Donc, alors, ça c'est donc la première loi. Comment on appelle ça? C'est la loi de Planck. Maintenant, on revient ici, toujours au niveau des corps noirs, on va voir la première loi de Vienne, ou loi du déplacement. Alors, on dit deux lois fournissent respectivement l'abscisse lambda m et l'ordonnée du maximum d'émittance monochromatique du corps noir à chaque température. Et la loi du déplacement de Vienne s'exprime donc de la façon suivante. Lambda m, ça multiplié par la température est égal à quoi? 2898 micromètres Kelvin. C'est ça? Elle exprime le fait que l'abscisse lambda m du maximum d'émittance se déplace vers les courbes de longueur d'onde lorsque la température T croît. Et donc, on va faire un exemple. Pour, par exemple, T est égal à 300 Kelvin. Est-ce que vous pouvez calculer justement la longueur d'onde? L'exemple, oui. La T égale à 300 Kelvin, la longueur est égale à 2800 Kelvin. Il s'agit de calculer. On veut calculer, comment on appelle ça? L'émittance. Je crois que ça. Ou bien on va essayer de déterminer alors les longueurs d'onde. Donc, on va donner un exemple. Hein. On va donner un exemple. Voilà. T égale à, voici ça. Si par exemple T est égal à chose, comment on appelle ça? 300 Kelvin, ça non? Ça vous donne, vous pouvez déterminer la longueur d'onde. On va déterminer la longueur d'onde. On peut déterminer, non? En faisant quoi? Bon, on a même plus de notre tableau bizarre. Normalement, il faut qu'il trouve une stratégie pour mettre le nom du tableau là. On va l'utiliser. Ouais. Vous avez une pointe ici. Il faut au moins maintenir ça pour. Là, on va laisser tomber. D'accord, on va essayer avec ça. On va essayer avec ça. Alors, donc, on a quoi ici? Lambda epsilon 3T est égal à quoi? 28,98 micromètres Kelvin, ça non? Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les longueurs d'onde. Donc, la formule qui vient, c'est quoi? On va estimer lambda m en fonction de tout ce qui est ici. Donc, c'est égal à quoi? Lambda m sera égal à quoi? 2898. Ça non? Sur quoi? Sur T. C'est bon? Donc, je vais calculer lambda pour T égal à 300 K. Je vais calculer lambda pour T est égal par exemple à combien là? 500 K. Et puis T est égal à
750 K qui est égal à 1000 K et puis 2500 est égal à 2500 K. Donc, il faut aller faire ça rapidement pour pouvoir. Donc, pour T est égal à 300 K. Lambda sera égal à quoi? C'est combien? Et vous calculez, ça fait combien? 9,66. Combien? 9,66. 2? 9,66. 9,66 quoi? Micromètres. 66. Micromètres. Puisque le T s'exprime en. Voilà. C'est bon? Ok, d'accord. Maintenant, oui, il faut aller faire le deuxième là. Voilà, il faut lui laisser la main. Ben, il faut regarder d'abord. Pour T égale à 500, l'ordre de grandeur sera quoi? Parce qu'il faut déterminer d'abord l'ordre de grandeur. Si tu veux déterminer l'ordre de grandeur, viens sur la courbe et tu vas nous dire l'ordre de grandeur sera compris dans quoi? L'ordre de grandeur sera compris entre 10 puissance 2 et 10 puissance 3. C'est ça? Oui. Ok, donc allons-y, on va vérifier nos calculs. Pour le premier, c'est. Après, tu as trouvé 9,66 là. C'est ça? Voilà. Et que pour ne pas que, si tu mets par exemple 9,66, 10 puissance 5, c'est pas ça, puisque l'ordre de grandeur est 5,8. 5,8 quoi? Micromètres. Ça fait 5,8 micromètres. Non, pourquoi? Et l'ordre de grandeur? Est-ce que l'ordre de grandeur, c'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire. Monsieur, si c'est compris 10 puissance 2 et 10 puissance 3. 10 puissance 2, non? 10 puissance 3. C'est compris, c'est être. Donc là, c'est. Ah, donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est censé être entre 100 et 1000. Entre 100, ça non? Entre 100 et 1000. Alors, entre 100 et 1000, là, tu trouves 5 là. 5,1. Il y a un souci là. Pourquoi il y a un souci? 28, 80 combien? Ok, voilà. Mais donc, il y a un problème sur. Mais justement, donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, trouver la valeur. Il faut tenir compte de l'ordre de grandeur. Donc, tu vas mettre quoi? Il faut mettre l'ordre de grandeur. On va multiplier. Donc, ça va nous donner quoi? Parce que c'est ici, non? Donc, ça va faire quoi? 10 puissance combien? Ça va trouver ta valeur là, 5,8 là, 10 puissance combien? 10 puissance 2. C'est ça, voilà, 10 puissance 2. Donc, il faut mettre ça à côté de 10 puissance 2 là. Ça veut dire que tu dois mettre 5, là, et 5,8 là, 10 puissance 2. 10 puissance 2. Parce qu'il ne faut pas laisser l'ordre de grandeur. Si tu laisses l'ordre de grandeur, ce n'est pas bon. Maintenant, 750K, on est à combien? On est quel ordre de grandeur? 10 puissance 3. Donc voilà, calculez, vous devez trouver l'expression, la valeur. Il faut faire attention parce que c'est ça, c'est là que l'erreur.
Donc là, ici, vous voyez, C'est la lambda. valeur de gamma qu'on cherche. C'est pas gamma, ça c'est lambda. Et lambda. Oui. Lambda M. Lambda M. Toi aussi, ton écriture de lambda, hein? C'est un Y renversé. Pour vous, il y a une facette pour bien. Voilà, voici la chose. Ah, ça fait 2898 divisé par 550. Oui. Donc, ça fait combien? Vous calculez, ça fait combien? 2890 divisé par 750. On va mettre à côté 10 puissance 3. Ça fait combien? Vous n'avez pas de calculatrice? Mais pourquoi ça dit comme ça? Ça fait 7,9. 7,9. 10 puissance 3. 2 puissance 3. 2 puissance 3. C'est ça? 2000. Monsieur, sur le tableau ici, il est compris entre 10 exposant 4 et 10 exposant 5. C'est ça? Oui. Ok, d'accord. Vous avez 2,9. 10 exposant 4. Micro-raisins. D'accord. Est-ce que c'est juste? On verra ça tout à l'heure. Ok, d'accord. Bon, l'autre, c'est pas grand, on peut laisser plus loin. Ok. On va voir si vous avez dit la vraie. Est-ce que c'est vrai? 5,8, 7,2. C'est 580. Sur la courbe là-bas, c'est 17,2, 7,3. La porte à valeur 500. Non, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Hein? Il y a un problème là. On a mis l'ordre de grandeur. Alors que lui, il a directement calculé de façon chose là. Il y a un souci, non? Il n'y a pas de souci, on va continuer et vous allez voir pourquoi on a ajouté des ordres de grandeur. Donc, pour ça, on va aller dans la deuxième loi. Pour ça, non? On va aller dans la deuxième loi de Vienne. C'est bon? Alors, au niveau de la deuxième loi de Vienne, on regarde bien. Et la deuxième loi de Vienne donne finalement la valeur même du maximum, ça non, de l'émittance. En fonction de quoi? De la température et d'une constante. Ça non, la constante de Vienne. Et la formule, c'est celle-là. Voilà. M, ça non? Lambda est égal à quoi? B et à la puissance 5. Donc, alors, maintenant, vous allez calculer. On va regarder maintenant, en réalité, les valeurs qu'on doit appliquer, c'est ici en réalité qu'on doit appliquer ça. Puisque l'erreur qu'on a faite, la voici. En réalité, l'ordre de grandeur concerne quoi? Regardez bien. L'ordre de grandeur ne concerne pas les longueurs d'onde. L'ordre de grandeur devrait concerner quoi? Regardez le graphique. L'ordre de grandeur, ça doit concerner quoi? Ça doit concerner l'évidence, ce n'est pas la température. Donc, vous voyez que
en réalité, ce n'est pas lambda qui est ici. Lambda est ici, on est d'accord, non? Et la valeur en ordonnée ici, c'est quoi? C'est l'émittance. Donc, en réalité, l'émittance, là, c'est l'ordre de grandeur de l'émittance qu'on a déterminé ici. Donc, le calcul que tu as fait là, en réalité, ça n'a pas son droit d'être. C'est-à-dire que ça doit avoir le sens que lorsqu'on va ajouter ça à l'émittance. C'est-à-dire, par rapport à la longueur d'onde ici, qui est égale par exemple à 5,8 micromètres, l'émittance sera de quoi? D'ordre 2. Ici, l'émittance sera quoi? D'ordre 1. Ici, l'émittance sera d'ordre 3. Ici, l'émittance sera d'ordre 4. En réalité, sinon, ça ne concerne pas les longueurs d'onde. C'est bon? Donc, on revient ici. Maintenant, vous allez reprendre le même calcul. On a donc ici. On revient là. Donc, voici la formule. C'est ça, non? Vous avez calculé plusieurs températures, comment on appelle ça? Plusieurs longueurs d'onde ici. Donc, les longueurs d'onde que vous avez trouvées ici, là. Moi, maintenant, essayez de déterminer l'émittance énergétique correspondante. C'est bon? Voilà. Alors, quelqu'un pour aller faire le premier, là. Pour T égale à 300. En appliquant donc maintenant cette fois-ci, cette formule-là. Qu'on a trouvé la valeur. Je passe ici, je passe là. En appliquant la formule, on aura M de lambda M sera égal à la constante. La constante, la valeur, voilà, la valeur là, 1,287 10 puissance moins 11. Oui, multiplié par T. T étant égal à quoi? 300K. Donc 300 exposant 5. OK. Calculez les amis. Donc, tu as dit que l'ordre de grandeur sera égal à combien? À 10 puissance 1. 10 puissance 1. Donc, calculer la valeur de l'ordre de grandeur. Vous pouvez installer ça sur vous. C'est un manipulation. Pour calculer. Si tu veux, ça va, c'est 1,287 multiplié par 10 puissance moins 11. 1,287 multiplié par 10 puissance moins 11. Vous n'allez pas faire. Je sais. 10 puissance moins 11. C'est vrai? Maintenant, multiplié par 300 à la puissance 5. Multiplié par 300 à la puissance 5. 3 puissance 5, 3 exposant 5. Multiplié par 3 exposant 5. Ça va être 31,2740. Ça peut être 31,2 combien? 2741. Non, on peut faire 31,3. Voilà, on dit 31,3. Donc 31,3 watts par mètre carré par micromètre. Voilà. Watts par mètre carré. Par mètre carré, quand on dit par mètre carré, ça veut dire qu'il y a un moins. Donc M moins 2. M exposant moins 2. Voilà, par micromètre. Micromètre moins 1. Voilà.
C'est bon? Vous avez vu l'ordre de grandeur, c'est en combien? Entre 10 et 16%. Entre 10 et 10. C'est ça, entre 10 exposant 1 et 10 exposant 2. Est-ce que ça, c'est combien de 10 exposant 1 et 10 exposant 2? Oui ou non? Grand tiers. C'est combien de 10? Oui. C'est combien de 10? Donc, vous voyez que c'est gratuit, non? Voilà, ok. Voilà. Maintenant, qui a fait pour température 1000 là? Qui avait calculé pour T égale à 1000? C'était. Qui a calculé? Non, c'est quoi ça? Donc, vas-y. Voilà. Donc, cette fois-ci, puissance moins 11, voilà, multiplié par, ici c'est 1000, voilà, exposant 5. Voilà, donc voilà, voici les nouvelles valeurs. C'est ça que le spécialiste maintenant. Alors, l'autre, il faut déterminer déjà l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur. C'est là combien de fois? En 10 exposant 4 et 10 exposant 5. C'est là combien? 10 exposant 4, 10 exposant 4 ou bien 10 exposant 5, ça? Ok, donc, calcule le tout, on va dire que c'est 12 000. Il y a 170. C'est 10 exposant moins 11. Moins 11, c'est Multiplié par 1000 exposant 5. Par 1000 exposant 5. Ça fait 12 870. Là, voilà, là-bas. Tu as fait un programme. On a 10 000. Tu as calculé simplement comme ça. Tu as vu qu'on a 10 000. 12 000. 12 000, non? Là, tu trouves combien? Il y a plus de 10 000 là. Non, il faut bien calculer. 12 860. 12 870. 12 870, c'est ça, non? Il y a un problème? Il y a quel problème? Là-bas, il y a un problème? Donc, pour ça, il y a peut-être 10 000 euros, peut-être des restaurants différents. Non, il faut les calculer. Tu veux trouver 10 000? Il faut les calculer. Tu as déjà 1000 exposants. Regarde ici, 1,287 multiplié par 10 puissance moins 11. 1,287 Multiplié par 10 puissance moins 11. Multiplié par 1000 exposant 5. Exposant 5. Exposant. Le 1000, là, tu mets ça en exposant 5. Alors, 12 870. tranquille. Et c'est comme non? Et donc, ça compris entre c'est bien ça. Ça fait 1,287 10 puissance combien? 10 puissance combien? 1,287 10 puissance 4, c'est ça, non? Voilà. Donc, vous voyez que c'est juste, non? Voilà. Bon, est-ce qu'on a bien encore d'aller calculer? C'est tranquille, ça? Voilà. Ok. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment le plus rapide. Vous regardez, vous connaissez déjà l'ordre de grandeur. Donc, il suffit de trouver la plus valeur la plus bonne. Voilà. Oui, c'est bon. Attention. On prend 500 000 là, 1 million pour venir payer. Ok, d'accord. Bon, attendez que j'enregistre rapidement et puis on va continuer. C'est stop, non?